faire des sparring avec des gars de l'UFC, PFL, ONE, des mecs très forts en kickboxing, des mecs très forts en jiu-jitsu. Et qu'il y a eu un cours, par exemple, où le coach, il a viré 12 personnes du cours parce qu'ils avaient des infections. Comme tu disais, il y a pas mal de mecs d'origine très différente. C'est quoi la mentalité dans les sparring? Ça y va dur? Un énorme facteur, c'est les croyances. Que tu crois en Dieu, tu crois pas en Dieu, à quelle hauteur. Si tu regardes à l'UFC, il n'y a pas un seul champion UFC qui croit pas en Dieu. Tu peux faire des liens où tu veux. Mais moi, j'appelle ça un super pouvoir, les mecs qui croient en Dieu. Tu vois. Voilà, je commençais à prendre beaucoup de vues, d'abonnés et d'argent aussi. J'avais fait genre 3000 balles et à l'époque, c'était énorme. Aujourd'hui, je peux faire beaucoup plus, mais dans ma tête, il y a plein de trucs qui se mélangent. Mon envie de combattre, de gagner, mais en même temps, je fais beaucoup de vues. Du coup, mon cerveau, il est concentré sur autre chose. Ça m'a fait grandir énormément en tant que personne, mais surtout en tant que combattant à ce moment-là, parce que je pouvais vraiment avoir une évaluation de mon niveau par rapport à ce qui se faisait de mieux dans le monde. Bon, bah Scott, merci beaucoup en tout cas, comme je te disais, pour ton temps et puis pour avoir accepté mon invitation. Bah, merci à toi, avec plaisir. Trop cool de discuter. Il y a une question, tu vois, que je pose à chaque fois avant de commencer les conversations, c'est comment est-ce que tu as commencé les arts martiaux, toi? C'est quoi ton premier souvenir, tu vois, dans les arts martiaux? Bah, le premier souvenir que j'ai, c'est mon père qui adorait les arts martiaux, un peu comme tout le monde, je pense, un peu de judo, un peu de ci, un peu de Muay Thai. Il aimait bien regarder les combats. Il m'a proposé de commencer, donc c'était vers l'âge de 8-9 ans. Et à l'époque, c'était pas autorisé de faire du Muay Thai à cet âge-là, en France en tout cas. Donc j'ai commencé par full contact, kickboxing, taekwondo à bloc, quoi. Et j'ai fait un peu de sport-études en taekwondo full contact. Je me suis bien régalé. J'ai combattu un peu dans toutes les orgas qu'on peut faire en France, enfin toutes les compétitions régionales, nationales. Donc voilà, je me suis bien régalé. Après, j'ai fait 2 ans de pause et j'ai repris avec MMA en 2019, juste avant le Covid. Euh, et j'ai absolument adoré le Jiu-Jitsu, donc j'ai fait ça pendant 1 an et demi full. Et après, je suis parti en Thaïlande et voilà. Ok, donc tu as commencé par le pied-point et Ouais, après tu... Ok. Et ouais, t'es tombé amoureux du sol, enfin du grappling ouais, sol, en commençant le MMA. ouais, ouais. Bah, au début, je pensais pas que j'allais autant accrocher, mais j'ai vraiment adoré ça et j'adore toujours autant. C'est quoi qui a fait que t'as kiffé ça plus que le pied-point? Je pense, un facteur, bah, on fait pas tous des arts martiaux pour savoir se défendre, mais il y a quand même ce truc un peu animal où tu te dis, c'est pas animal, c'est plus primitif, où c'est, pour moi, l'art martial où si tu veux contrôler une personne, peu importe son poids, sa taille, son âge, peut-être même si elle a une arme selon ton niveau ou quoi, mais il y a que le jiu-jitsu pour faire ça, tu vois. La boxe, bon bah certes, tu peux envoyer des patates à droite à gauche, mais le jiu-jitsu c'est un truc unique, ça s'invente pas quoi, tu vois. Hmm. Par rapport aux saisies, tout ça? Ouais, tu peux pas. Si je sais pas si tu es déjà entraîné, mais en fait, si tu prends un mec qui est débutant qui n'a jamais fait de jiu-jitsu, moi, tu me mets quelqu'un en face de moi, par exemple, qui fait, je sais pas, 100 kilos, plus de 100 kilos, un mec qui a un peu confiance en lui, un mec du rugby, je ne sais quoi, tu vois, bah, il peut rien faire, tu vois. C'est ça qui Hmm. est dingue, je trouve. Alors qu'en boxe, tu peux un peu te débrouiller si t'as jamais boxé, tu peux envoyer un peu des coups, si t'es un peu puissant, tu peux même peut-être gagner des combats alors que t'as jamais fait de sport de combat de ta vie. Et alors que le jiu-jitsu, c'est impossible, quoi. Donc je Hmm, pense que c'est ça clairement. que je trouve assez dingue. Et alors attends, donc à ce moment-là, quand tu commences le jiu-jitsu, donc aussi le MMA, on est à... Tu m'as dit 2019, c'est ça? Ouais, 2000. Donc c'est le moment où il y a eu... Ouais, il y a déjà eu le combat Conor-Khabib. ouais. C'est ça qui te fait te remettre dans Même les pas, armes? c'est de mémoire, c'était un petit moment, j'avais 14 ans du coup, et à cette époque-là, je pense que c'est mon frère et mon père qui me disaient, ah, tu devrais en refaire. Je faisais beaucoup de tennis, j'adore ça d'ailleurs, mais ils me disaient, ouais, tu peux pas arrêter les sports de combat, c'est fait pour toi, machin. Donc voilà, j'ai repris, ils m'ont dit que le MMA ce serait mieux pour moi parce que je pourrais m'exprimer comme je le veux, du coup, au sol, debout, en lutte. Et, euh, et voilà, j'ai accroché, j'ai continué, je continuais. Je suis arrivé au Boxing Squad à Nice, que tu connais sûrement. Ouais. Et, euh, et voilà, ça s'est super bien passé, donc j'ai continué au fur et à mesure, quoi. Donc tu t'entraînes là-bas quand t'es sur Nice? Enfin, tu... Alors, plus maintenant, mais je me suis entraîné là-bas de 2019 à 2022.
D'accord, ok. Voilà, j'étais jeune, hein, 14 ans. Je pourrais donner une anecdote de quand j'ai commencé, mais donc de 14 à 2022, j'ai reçu ma ceinture bleue de Jiu-Jitsu. En fait, je suis arrivé pile au moment où Aldric venait encore à la salle, où Manon était pas encore à l'UFC. Du coup, elle venait de gagner la ceinture de l'EFC en Afrique. Donc c'était un peu cette période-là. Et du coup, au fur et à mesure, il y a eu la deuxième salle Boxing Squad qui a ouvert. Manon, Axel, ils ont pris un peu d'ampleur. Et donc, ils venaient plus trop à la salle. Donc moi, j'étais vraiment avec la section Jiu-Jitsu à ce moment-là, quoi. Ok. Et t'avais délaissé le MMA à ce moment-là. Ouais, à ce moment-là, c'était full jiu-jitsu. Je faisais plus de pieds-points. J'étais vraiment concentré là-dessus et je regrette pas du tout d'avoir fait ça parce que ça m'a emmené à un bon niveau de jiu-jitsu pour le MMA international. Et on en parlera un peu après quand on parlera des sparring MMA en Thaïlande. Mais Mhm. c'est vrai que même en France, je me rends compte, on a un super bon niveau de jiu-jitsu déjà et de jiu-jitsu en MMA. Ouais. Et du judo aussi. Et de judo aussi, ouais. Ouais, ouais, carrément. Mais alors attends, du coup, pourquoi tu... Donc ça, c'est jusqu'à... de tes 14 à 18 ans, du coup. Ouais. Pourquoi tu vas en Thaïlande et pas au Brésil, du coup? Pourquoi tu vas faire de la boxe alors que tu t'entraînais en JV? Bah, parce qu'en fait, de base, j'étais même pas censé rester aussi longtemps en Thaïlande. Je suis arrivé pour les vacances, un mois, et je voulais Ok. tester Tiger Muay Thai, la salle. Et j'étais avec mes parents et je leur disais, ok, bon, bah, je vais faire 2 semaines, on va voir comment je me sens, comment ça se passe. Et j'ai adoré, vraiment, j'ai adoré. J'ai rencontré un coach là-bas que j'affectionne tout particulièrement, qui a fait lui l'Ultimate Fighter il y a très longtemps, qui est un ancien dans le game, il a plus de 20 combats pro, et il était le head coach de Tiger à ce moment-là. Et, euh, et j'ai beaucoup accroché avec lui. Je savais que c'était le moment pour moi de trouver un coach, un mentor avec qui rester. Euh, et donc, je suis resté 2 mois là-bas seul. J'avais tout juste 17 ans. J'ai passé mes 18 ans là-bas d'ailleurs. Et après, en janvier, du coup, ça c'était en octobre, je suis revenu. Et en janvier 2023, c'est là où j'ai passé l'année entière. Tu es retourné... Ouais, voilà. Je vois très bien ce que tu as dû ressentir. Quand tu reviens de Ouais, Thaïlande, la première fois, c'est toujours... ouais, Ça fait toujours chier. ouais, carrément. En plus, Surtout c'était en que, hiver. Bon, après, tu ouais. me diras, à Nice, il fait pas trop mauvais en hiver, mais... Bah, moi, je préfère la saison des pluies là-bas, tout simplement parce qu'il y a moins de gens et Hmm. que ça rafraîchit un peu l'air. Je déteste, moi, avoir trop chaud et tout. C'est vraiment un sentiment que j'aime pas trop. Et donc, qu'il pleuve et tout, c'est même de s'entraîner sous la pluie, j'aime beaucoup. L'ambiance des salles, c'est trop cool. Hmm. Avant qu'on passe à ça, je vais te raconter une anecdote sur Boxing Squad quand j'ai Ouais, vas-y, commencé. dis-moi, ouais. Donc, quand j'ai commencé, donc j'avais 14 ans, presque 15, c'était dans ces eaux-là, quoi, début, seconde, ouais, j'avais 14 ans. Et je vois ce mec qui s'appelle Baris, que tu connais peut-être, Baris Adiguzel. Et à l'époque, maintenant il est champion hexagone. Mhm. Et, euh, et à l'époque, il était super jeune. Et là, il est très jeune toujours, je crois. Je crois qu'il a 24 ans. À l'époque, il avait du coup mon âge maintenant, 19, 20 ans, quoi. Et, euh, et je voyais que c'était un des meilleurs de la salle à ce moment-là déjà. Tu vois, il était très fort, il faisait les sparring, il était très fort. Et donc, à la fin de l'entraînement, je vais le voir et moi, j'étais un petit fou, on va dire. Tu vois, je voulais me taper avec tout le monde et je m'en foutais, et voilà. Et donc, je vais vers lui, je dis, on fait un sparring et il me dit, non, je dois y aller, machin. Il part et je lui dis, ok, bon, bah, demain alors. Et le lendemain, il revient et je vois qu'il part et je dis, ah, mais il est où mon sparring comme ça? On a un peu de la provocation, mais j'étais petit, quoi. Et, et il revient, torse nu, il revient, il met le timer 2 minutes, et là, on se la donne comme des oufs pendant 2 minutes. Et forcément, moi, j'étais beaucoup plus petit que lui. Et à ce moment-là, il m'a explosé. Et aujourd'hui, je pense que ce serait aussi très compliqué, mais à l'époque, c'était encore pire. Je me rappelle, enfin, je suis saigné du nez de partout. Et toute la salle s'était arrêtée, en fait, de s'entraîner pour regarder ça, quoi. Et il m'a knockdown, je me relève. Et là, il y a Aldric qui a arrêté le combat en mode non, faut pas qu'il me mette KO, quoi. Et c'est là où j'ai eu le premier goût, on va dire, des sportifs actuels, des grands champions de boxing squad actuels, quoi. Et c'est Mhm. là où je suis devenu assez proche de Baris. Là, on se parle un peu moins, puisqu'on s'entraîne plus ensemble. Mais je suis allé, d'ailleurs, je l'ai accompagné juste après ça à un de ses combats de MMA en Italie, son deuxième ou troisième.
où Mhm. il a mis un coup de genou sauté KO. C'était la première fois de ma vie que je voyais un combat de MMA dans la vraie vie. Ça m'a choqué complet. Le bruit que ça a fait, le bruit de casserole dans la tête, là, pouah, je m'en souviens encore. Mais c'était fou. Voilà, Et c'est la attends, parce que petite anecdote. ouais, mais c'est cool, merci de partager ça. Mais t'as réagi comment après le sparring? T'étais encore en mode Moi, j'adorais ça. J'étais un petit fou, même jusqu'à 18, même quand j'étais en Thaïlande, j'étais un peu fou au début. Et j'adorais ça, tu vois. Il me fait une saignée du nez, je venais me lever d'un knockdown et je souriais. C'était un peu insolent. Je pense que lui, il avait pris un peu comme de la provocation et tout ça, tu vois. ouais. Donc, ouais. T'es plus calme aujourd'hui par rapport à ça ou tu dirais que Ouais, tu l'as ouais, toujours? ouais, ouais. Non, non, j'ai plus ça du tout. Mais alors attends, parce que à ce moment-là, tu crées du contenu ou pas encore? Non, non, non. J'ai commencé en janvier 2023 quand je suis revenu en Thaïlande. Donc en fait, même au début de la Thaïlande, j'avais pas les réseaux. Ok, Les 3 4 mois que j'ai passé au début, j'avais rien. ok. Donc, alors du coup, tu vas en Thaïlande. Mais déjà, en Thaïlande, tu tombes direct sur le Tiger ou tu t'entraînes dans d'autres camps avant? Non, je fais que le Tiger. J'y passe 2 semaines. Je vois direct que c'est là que j'ai besoin d'être, quoi, pour évoluer. Et le coach dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Joseph Henley, il m'a dit, faut que tu Ah, donc trouves c'est un pas un coach. Thaï. Non, c'est pas un Thaï. Il y a que des Américains, enfin, pas que des Américains, il y a que des étrangers à Tiger qui s'entraînent en MMA. Je connais un seul Thaï, par exemple, qui s'entraîne en MMA, tu vois. Donc, très peu de Thaï dans les coachs, à part en Muay Thai, mais en MMA, il y a pas de coach Thaï, quoi. Donc, je m'entraîne avec lui, il me dit qu'il faut que je trouve un coach. Donc, donc, c'est pour ça que je suis revenu en début 2021, en 2023, je veux dire, parce que ça s'était pas très bien passé à Boxing Squad avec le groupe pro à l'époque. Je veux pas dire pourquoi, parce que c'est pas très utile, on va dire. Mais, euh, mais du coup, je l'ai appelé, j'ai dit, ouais, j'ai envie de revenir, j'ai envie que tu sois mon coach, je suis prêt à tout. Et il m'a dit, bah, ok, voilà, et je suis revenu. Et à ce moment-là, moi, j'étais personne, j'avais un seul combat en MMA, une seule victoire. Lui, il m'avait pas mal aidé, mais au final, on se connaissait que depuis 2 ou 3 mois, et c'est très courant en Thaïlande, les mecs qui viennent en 2, 3 mois, tu vois. Ouais. Donc je devais me prouver quand même, tu vois. Et donc, je suis revenu exprès pour lui en partie, quoi. Vous échangez enfin, entre tes deux voyages? Quand t'es revenu en France, novembre, décembre? Un petit peu, un petit peu, parce qu'on avait quand même créé un petit lien. Euh, je m'entraînais, je faisais beaucoup trop d'entraînements à cette époque-là. Je faisais 4 entraînements par jour, c'était ridicule. Mais 4 entraînements par jour? ouais, c'était vraiment ridicule. Je faisais le matin, je faisais boxe. L'après-midi, je faisais 2 cours de MMA. Tu vois, ça faisait genre 2 heures, 2 heures et demie. Et après, le soir, je faisais le jiu-jitsu en kimono et ça, beaucoup, tous les jours, enfin, 3 4 fois par jour, que par semaine. Donc c'était assez hallucinant, c'est trop parce que j'étais en surentraînement constant et j'ai eu la chance de pas avoir de grosses blessures, mais Ok, mais c'est lui qui enfin, il avait déjà commencé à te coacher, etc., à te suivre, à non, te... justement, pour l'instant, j'étais toujours un peu en solo. Moi, je voulais me prouver le plus possible, donc je voulais être là le plus possible. À tous ces entraînements, je voulais être là et c'est lui qui faisait la majeure partie des entraînements qui concernaient le MMA, donc je vais lui montrer ça. Et c'est après, en 2023, du coup, quand je suis revenu, où là, je lui ai dit, ouais, je suis prêt à tout. Qu'est-ce que je dois faire pour être sponsorisé par Tiger? Qu'est-ce que je dois faire pour que tu sois mon coach? Et c'est là où j'ai commencé à cocher les cases et où après il m'a fait mes plannings et où je suis devenu un peu son gars, quoi, son amateur, quoi. Ok. Donc alors attends, tu reviens en Thaïlande, t'avais un visa ou c'était comment à ce moment-là Visa étudiant de 1 an. Ok. Ouais, Voilà. le fameux visa. Le fameux glitch. J'apprends le thaï. Voilà. Et t'arrives à la frontière et le mec il te parle 2 mots en thaï et tu dis non mais je viens de commencer. Voilà. Mais à ce moment-là, t'avais des économies, tu... Ouais, bah en fait, j'avais mes parents qui m'aidaient parce qu'en fait, quand je suis revenu, du coup, je leur ai dit, ouais, je vais faire TikTok et vous allez voir, ça va marcher et je vais gagner de l'argent. Et sauf que il fallait que je leur prouve. Et avant ça, j'avais arrêté l'école avant le bac et je leur avais dit, ouais, je veux faire un truc qui me plaît. Et eux, j'ai eu de la chance, c'était compliqué au début, mais ils ont fini par me soutenir. Et en gros, ils m'ont dit qu'ils allaient me payer une grosse partie de mes entraînements comme si c'était des études, tu vois. Hmm. Donc comme par exemple mon frère qui a fait des études de commerce, ils lui ont payé ses études, bah moi c'était un peu la même chose vu que j'ai jamais fait d'études et j'en ferai pas. Donc
Donc voilà, donc au début, je m'en suis tiré comme ça. J'ai bossé un peu au resto dès que j'ai quitté le lycée et j'arrivais à m'en sortir comme ça jusqu'à ce que, en fait, très peu de temps après, j'arrive à gagner de l'argent avec TikTok, quoi. Ok, ça s'est passé comment? Alors vas-y, raconte-moi du coup les débuts sur TikTok. Bah, je suis arrivé, j'ai direct commencé à faire toutes sortes de vidéos, je montais un peu en abonnés petit à petit et un jour, je sais plus exactement comment, j'ai remarqué que plus on faisait parler, plus je faisais parler, plus ça faisait de vues, tu vois? Donc ça a commencé, je crois, avec, des vidéos où, tu as un filtre qui te montre 2 combattants, tu sais? Et tu dois dire, qui est le meilleur et Ouais, je faisais exprès de dire l'inverse de la réalité, tu vois? Et je remarquais que dans les commentaires, ça disait des trucs de fou, que ça faisait énormément de vues et donc c'est là où j'ai commencé à prendre un petit peu ce personnage qui était pas un personnage parce qu'en fait, c'était juste une partie de ma personnalité, un peu provocateur, un peu mais de manière abusive parce qu'on a tous plusieurs facettes de nous-mêmes et quand tu en utilises une trop souvent, bah, c'est ça crée un déséquilibre, quoi. Donc à cette époque-là, je savais même pas que j'en avais plusieurs pour te dire. Donc heu, donc voilà, je fais plein de vidéos comme ça, je fais les vidéos les plus connues que j'ai fait sur Mike Tyson, où je dis que je bats Mike Tyson Prime, celle-là, elle a fait 800 000 je crois sur TikTok et il y a un mec qui m'a posté sur Twitter, ça a fait genre 2 millions. C'était aberrant. Dans la rue, on me disait Mike Tyson, même aujourd'hui, on me le dit encore. Enfin, c'était assez fou, mais ça faisait des vues de malade. Tous les jours, je le faisais, je changeais de combattant. Tyson Fury, Gervonta, je le fais avec tous les boxeurs. Et donc, je commençais à adopter ce truc-là. Et ensuite, je l'ai fait même avec mes combats à moi. Donc, dès que j'avais un combat, bah, je présentais un petit peu l'adversaire et je montrais un petit peu cette surconfiance. Tu vois, je taillais un petit peu mes adversaires, ça. ouais. Et au début, ça allait parce que quand j'ai commencé, j'ai eu 2 victoires d'affilée en MMA. Donc, j'ai été sponsorisé par Tiger, au bout de 3 mois. Comment t'as fait Heu, d'ailleurs pour te faire Bah, alors quand sponsoriser j'ai par? demandé à mon coach, en fait, dès que je suis arrivé en janvier, je suis allé manger avec lui, et aussi avec un autre pote à moi qui est maintenant à l'UFC d'ailleurs, mais je mangeais avec lui et et il m'a dit: «Bah, faut que tu combattes le plus souvent, quoi». Et en fait, à Tiger, ils font ce qu'on appelle un barbecue beatdown et toutes les fins du mois et ben, il y a une soirée de combat qui est organisée et tu as 200 personnes peut-être qui viennent, c'est pas mal, c'est une ambiance, super et tu as des combats de MMA, Muay Thai, kickboxing, boxe, tu as tout. Et du coup, mon coach m'a dit: «Bah, ouais, faut que tu combats le plus possible. Dès que tu peux, tu combats». Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris tous les combats, tous les mois j'ai combattu. Au total, j'en ai fait 6 je crois et et dans tous les arts martiaux contre des mecs qui faisaient 15-20 kilos de plus que moi. Je me rappelle d'une fois ou 2 fois qui étaient assez particulières. Donc une fois, j'avais un combat de MMA contre un mec, j'étais super content, je me prépare pendant 2 semaines. C'est rare qu'on me le donne à l'avance le combat et le mec annule genre la veille à 22 heures. Donc Mhm. je suis dégoûté, le mec il dit qu'il est blessé alors que la veille il était au sparring, enfin bref. Heu, J'arrive en petit polo, petit jean, tranquille, j'étais avec mon pote Thomas qui a beaucoup apparu dans mes réseaux et tout et on était tranquille. Et là, mon coach, il vient me voir, il me dit: «Ouais, tu veux combattre ce mec-là?» C'était un petit gros australien. Il avait au moins 35 ans et il faisait au moins, vraiment 15 kilos de plus que moi, minimum, tu vois? Et moi, mais vas-y, je m'en foutais, j'étais obligé, tu vois? Donc je dis: «Oui». Mon MMA coach, du coup. non, en kickboxing, Ok, K1 ok. et il me prend sur le scoot, on va chercher mes affaires et je reviens et c'était 1 heure avant, quoi, tu vois? Donc j'accepte le combat à 1 heure, et je le fais, je perds, parce qu'il m'a explosé la jambe, m'a envoyé que des low kicks et vu que c'était avec des protèges tibia, vu que c'était un amateur, je pensais pas que ça me ferait mal et au bout du troisième low kick, enfin, j'arrivais plus à marcher et je tiens les 3 rounds, mais c'était vraiment, vraiment dur mais je gagne quand même le respect du boss de la salle qui était le présentateur, de chaque soirée et il le fait depuis toujours. Mhm. Donc je combats, le combat d'après, je fais pareil mais en boxe. Mon pote, Thomas qui m'appelle, il me dit: «Ouais, tu sur la carte pour demain». «Ah bon? Contre qui? En quoi?» Je sais pas, tu vois?
Oui, il dit, bah, il y a marqué boxe anglaise. Moi, je n'étais pas vraiment très fort en boxe anglaise à ce moment-là et je savais pas qui je combattais. Il y avait souvent des mecs pas très forts dans ces soirées-là, donc je me dis ça va aller, tu vois. Et un mec full tatoué partout, un russe avec qui je m'étais entraîné dans le groupe Pro MMA, qui était un Pro MMA, quoi, et qui était vraiment fort. Il m'a explosé en boxe anglaise. Pas KO, mais mon coach a jeté la ceinture pour pas que, la ceinture, La la serviette. serviette pour pas que je m'entraîne injustement. Et il m'a Hmm. cassé une côte qui d'ailleurs toujours cassée à cette heure-là. Mais voilà, donc petit à petit je fais ça. Et le dernier combat que je fais dans ces soirées-là, c'est un combat de MMA. Je fais 2 rounds contre un russe, pareil, on me le donne 4 jours avant. Il devait faire pareil au moins 10 kilos, 15 kilos de plus que moi. Euh, un mec très gentil, tu vois, c'est pas d'animosité ou quoi, mais il y avait mes parents en plus qui étaient venus me voir. Et je fais 2 rounds, il m'ouvre l'arcade, je saignais de partout. Ouais. Et le boss de la salle dit à mon coin, ouais, s'il gagne, je le sponsor. Tu vois. Donc là, mon Tu le pote et savais ça moi, pendant le ouais, combat? Enfin, ouais, ils te ouais, l'ont dit, ouais. Ok. ouais. Alors, je crois même qu'il a pas dit si je gagne. Il a dit tout court. À la fin du combat, je le sponsor. Mais mon coach m'a dit, ouais, si tu gagnes, il te sponsor. Ok. Donc du coup, vas-y, je Toi, pouvais tu pas. te C'était impossible, tu vois. déterres. Ouais, ouais. Du coup, là, je pète un plomb. Je savais pas lutter, mais je saute dans les jambes, je l'emmène au sol, je l'étrangle. Et du coup, c'était mon troisième combat de MMA. Non, deuxième. Deuxième, et j'ai fait 2 étranglements arrière sur mes 2 combats, tu vois. Et donc là, je le finis, c'était explosion de joie, j'étais trop content. Mon coach qui était content, parce que du coup, maintenant, c'était officiel, je suis vraiment parti de la salle. Je suis toujours, d'ailleurs, aujourd'hui dans leur groupe WhatsApp avec tous les gars de l'UFC, de ça, donc c'était irréel, tu vois. Mhm. Et, et voilà, c'était le début des aventures, quoi. Ok. Et ce qui a fait la différence, genre toi plus qu'un autre, c'est le fait que t'aies pas eu peur d'y aller et de te combattre beaucoup, du coup, comme. Bah, à ce moment-là, en plus, j'étais le tout premier amateur à avoir été sponsor comme ça. Depuis, il y en a eu quelques-uns, même après avoir fait 1 ou 2 combats. Bon, c'est comme ça. Mais à l'époque, ouais, j'étais le seul à avoir fait ça. Et ouais, j'étais un peu, je me suis un peu démarqué grâce à ça, tu vois. Tu t'es pas pris de KO sur ces combats-là. Non, Donc ça va, tu traînes ouais. pas de casserole à ce J'ai niveau-là. pris un bon knockdown, mais c'est tout, j'ai jamais pris de KO. Ok. Je m'en sors bien. Ouais. Bon, bah c'est bien. Et donc du coup, ouais, les réseaux. Donc à ce moment-là, avant de te faire sponsor, tu étais très actif sur les réseaux ou t'en Ouais, étais où? d'ailleurs, c'est peu de temps après que j'ai eu les 10 000 abonnés. Donc c'était Ok. vers avril. Donc en 3 mois, à la louche, je les ai eus. Et c'est là que je commençais, bah, j'avais mon oreille en chou-fleur qui commençait à exploser, donc j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus. J'ai mon père qui était là, il a un appareil photo, il m'a filmé, j'ai fait un ADCC Open à Phuket. J'ai une vidéo pareil que j'ai postée au moins 10 fois sur mon compte et qui a marché à chaque fois, je sais pas pourquoi. Et donc là, je commençais à prendre beaucoup de vues, d'abonnés et d'argent aussi. Et c'est un des mois où j'ai fait le plus d'oseille avec TikTok. Et à l'époque, j'avais fait genre 3 000 balles. Et à l'époque, c'était énorme. Aujourd'hui, je peux faire beaucoup plus. Et du coup, dans ma tête, il y a plein de trucs qui se mélangent. Mon envie de combattre, de gagner. Mais en même temps, je fais beaucoup de vues. Du coup, mon cerveau, il est concentré sur autre chose. Je dois poster 2, 3 vidéos par jour à ce moment-là. Donc, c'est beaucoup. Ouais. Je gagne autant d'argent, c'est la première fois que je gagne de l'argent, donc j'étais en mode. Tu gagnais plus avec TikTok ou avec le sponsor, enfin le Tiger? Bah, Tiger, en fait, quand il te sponsor, c'est que déjà tu fais partie de la salle, donc tu as un Ouais. contrat, Et tu et payes pas les tu abonnements, payes pas la j'imagine? salle qui Ouais. est 400 balles par mois, tu vois, et t'es pris en charge, on va dire. Tu vois, les coachs directs, t'es vu différemment, parce qu'en fait, Tiger, il y a beaucoup de passages. Il y a des mecs qui viennent 2 semaines, un mois, ils disparaissent, tu les revois plus. Donc là, moi, je faisais partie du truc, tu vois. Donc c'est plus ça, mais ils te payent pas à la salle. D'accord. Mais ils te blanchissent quoi, genre t'as pas de Voilà, c'est logement. ça. Ok. Ouais, ouais, voilà. Donc c'était un peu fou, il y a plein de trucs qui se mélangent. Et donc, c'est là que je commence à faire mon trash talk. Et je commence aussi que je perds mon premier combat. Justement parce que j'étais 0% dans mon combat. Je pensais qu'à une chose, c'était TikTok et aux vidéos que je venais de faire. Et c'est pas grave si j'avais perdu parce que je venais de faire 3000 balles. C'est ça qui se passait dans ma tête, tu vois. Donc c'était la période, ça commençait à devenir compliqué, tu vois.
Mais on va en discuter ça parce que je trouve ça hyper intéressant, tu vois, au final d'avoir deux tafs, hein. Le taf de créateur de contenu, enfin Ouais, de créer du contenu, et le taf d'athlète de haut niveau, tu vois. ouais. Mais, mais ouais, mais avant ça, du coup, par rapport au trash talk, est-ce que toi tu ressentais, je sais pas, parce que du coup t'étais hyper clivant à ce moment-là, est-ce que ça te pesait, tu vois, de recevoir aussi une vague de haine, j'imagine? Enfin, je sais pas, de Un devoir. petit peu. À Ouais, cette époque-là, j'étais beaucoup motivé par on me dit des trucs et donc je vais prouver le contraire, tu vois. C'était inconsciemment une de mes plus grosses motivations. C'est la motivation actuelle d'énormément de gens, hein, dans le monde du MMA. On s'en rend pas compte parce qu'on passe à côté. Ou alors ceux qui combattent pas, ils savent pas ce que ça fait et du coup ils regardent pas ou ils voient que des mots. Mais par exemple, tu vas maintenant dans la bio Instagram de Topuria, bah, sa bio Instagram, c'est leur prouver le contraire, littéralement. Tu vois. Donc c'est comme ça. Moi, je critique personne. Je dis juste que c'est un sport qui est souvent pratiqué par des gens qui ont un peu des soucis comme ça, tu vois. De vouloir prouver aux gens d'exister grâce au regard des autres et tout, tu vois. Donc c'est assez compliqué. Il y en a qui, peut-être par la religion et tout, vivent comme ça et sont très bien et en bonne santé et tout, comme Topuria qui fait très bien pour lui d'ailleurs. Mais voilà quoi. mais à partir de quand est-ce que tu penses que ça devient pas malsain pour soi, mais mauvais, ouais, pour sa santé mentale de vouloir prouver le contraire? Bah, ça dépend des gens. Peut-être Ouais, jamais. Regarde la preuve de Topuria, je te pense pourrais, ouais. il va très bien, hein, tu vois. Bah, parce qu'en fait, tout le monde a son histoire. Et je vais lier ce que je vais te dire là au combat que j'ai fait à Nice de MMA, mais chacun a son histoire, chacun a sa manière de voir la vie par rapport aux influences qu'il a eues. Les parents, l'école, t'as été élevé dans quel pays, comment, avec de l'argent, pas d'argent, qu'est-ce qui s'est passé, ton grand-père est mort, t'as pas de parents, enfin, chacun a son histoire qui fait que bah, tu réagis à la vie différemment, tu vis différemment, tu vois les choses différemment. Est-ce que un énorme facteur, c'est les croyances? Est-ce que tu crois en Dieu, tu crois pas en Dieu? À quelle hauteur? Si tu regardes à l'UFC, il n'y a pas un seul champion UFC qui croit pas en Dieu, tu vois, par exemple. Donc, tu peux faire des liens où tu veux, mais moi, j'appelle ça un super pouvoir, les mecs qui croient en Dieu, tu vois. Tu crois en Dieu, Mais toi? non. Ok. Donc, je trouve que c'est un super pouvoir. Hmm. Et je vais Ok. pas citer de nom, mais récemment, j'ai vu des trucs, par exemple, des gars qui disent, euh, pour justifier leur succès, bah, c'est Dieu qui m'a mis sur ce chemin-là, et qui m'a donné ça, tu vois. Et je trouve ça fascinant, vraiment. Et je me dis, truc de fou, quoi. Tu vois. Mais c'est parce que, en vrai, je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus. Mais pour moi, quand t'as des croyances aussi fortes, tu restes sur un chemin, tu restes discipliné, tu vois. Ouais. Et c'est aussi une manière bah voilà, de réussir à faire les sacrifices nécessaires pour justement atteindre ton objectif. Et je pense aussi qu'il y a certaines questions que tu te poses pas. Par exemple, dans les religions, la notion de bonheur, elle est déjà prédéfinie. Tu as un peu une mission de vie quand tu es croyant. C'est souvent lié à Dieu ou je ne sais quoi. Donc, alors que moi, je la cherchais la mienne, tu vois. Chercher mon pourquoi du comment. À ce moment-là, je pensais le savoir. Mais en fait, si là aujourd'hui je te parle de ma quête du bonheur, eh ben, elle est bien différente de où elle était avant, tu vois. Alors que pour des croyants qui vraiment sont dans leur truc, bah, elles changent jamais. Parce que les Hmm. religions, elles changent pas depuis des siècles, quoi, tu vois. Et puis ils sont Donc, déjà sur un chemin, quoi. Ouais, ouais. ouais, ils ont leur chemin et ils fixent leur truc et c'est super. Et c'est pour ça que je parle de super pouvoir, parce que c'est un truc de fou, quoi. Comment tu fais toi du coup à ce moment-là? Parce que tu pars pour un an. Bon, tu m'as dit que tu t'étais fait des potes quand même. T'avais Thomas dont tu parlais? Ouais, alors j'étais giga concentré dans ce que je faisais, donc j'ai pas bu une goutte d'alcool pendant toute l'année. Je suis pas À Phuket en sorti. plus, hein. C'est Ouais, l'endroit. ouais, je suis pas sorti une seule fois le soir. J'ai pas vu une seule fille de pendant toute l'année. J'ai mon pote Thomas qui était, voilà, je veux pas dire des trucs sur lui, mais qui lui en profite un peu plus, on va dire. Mais bien, tu vois, lui, il s'entraînait aussi très dur. Il m'a beaucoup aidé, etc. Donc lui, ça lui a rien changé parce qu'il arrivait à le gérer très bien.
Mais moi, j'étais beaucoup plus jeune et on va dire que j'étais dans mon truc, quoi. Tu vois, je voyais que ça et j'avais rien à faire d'autre, quoi. Mm. Donc, je sais plus ce que c'était ta question de base, mais Bah, comment t'as réussi à tenir cette discipline pendant 1 an et à bah, rester sans équilibre, tu vois? je pense que j'avais des trucs à réaliser, j'avais des trucs à faire et je laissais rien passer au travers. Je pense que vu que j'ai été aussi pris en charge par mon coach, je voulais pas non plus le décevoir non plus, tu vois. Il me disait un truc, je le faisais. Il y a un moment où il a créé un truc qu'on appelait le small group work et il y avait 4 amateurs et il nous prenait 2, 3 fois par semaine en cours un peu particulier, tu vois. Et juste des mecs sponsors par la salle et heu et j'étais obligé d'y aller. Donc j'avais un planning très fixe, je me levais très tôt, je m'entraînais 3 fois par jour, beaucoup même, peut-être trop à cette époque-là, je lui ai dit récemment d'ailleurs. Mais j'avais la place pour rien et mes potes, je me suis pas fait de potes qui étaient pas des combattants pro, tu vois? Genre, Thomas, c'était un combattant pro et il était coach au Tiger d'ailleurs pendant longtemps, en kickboxing avec Raphaël Fiziev et tout et je me suis fait un autre, très bon pote aussi qui s'appelle Daniel Donchenko, qui est d'ailleurs dans la saison actuelle de Ultimate Fighter, de l'UFC, qui vient de moi je sais un peu plus, mais en tout cas, il vient de gagner son premier combat, dans la maison, donc il lui en reste un en demi-finale et après la finale, donc lui il sera à l'UFC de sûr à 100. Donc je me suis fait que des gars qui étaient en plein là-dedans et toute ma vie tournait autour de ça, manger, dormir, m'entraîner, faire des vidéos et basta, quoi. Ouais, franchement, c'est fou que tu as réussi à garder cette discipline-là parce que tu étais plus jeune que maintenant quand même. Ouais, Tu étais loin de ta famille, donc tu vois, faut arriver à se structurer quand ouais. tu es solo comme ça. Que tu peux Je pense ressentir des que manques. j'avais beaucoup ce truc-là, tu sais, j'avais quitté le lycée. Je pense que dans ma tête, je savais que beaucoup de gens me prenaient un peu pour, tu vois, une merde. Ah, le mec, il a quitté le lycée, il a pas le bac, machin. Tu vois, j'avais beaucoup de choses, on en revient sur ce que je disais, beaucoup de choses à prouver, beaucoup de choses à montrer. Donc je puisais dans ça et je me disais un peu ce truc super cliché de je disparais pour revenir mieux, tu vois, ce truc. Et j'étais à fond, à fond, à fond là-dedans, tu vois. Donc effectivement, plus j'étais loin et pendant longtemps, mieux ça m'allait, tu vois. Et Hmm. de dire que mes parents pouvaient me manquer ou que ma famille pouvait me manquer, c'était pas attention, je suis un combattant, je peux pas, tu vois. C'est que j'étais Hmm. beaucoup là-dedans, quoi, tu vois. Ok, leur prouver toujours. Voilà, voilà, prouver à tout le monde tout ce que je pouvais, c'était, tu vois. Ça ressemblait à quoi les entraînements au Tiger? Alors en Tiger, t'as des entraînements toute la journée. Ouais. Euh, T'en as pour tous les niveaux et pour les pros. Euh, donc ce qui est seulement réservé aux pros, tu as des cours de boxe que pour les pros, où le coach, c'est un coach de plusieurs champions du One. Euh, Après, tu as les cours MMA pro, où là, il faut soit avoir un niveau pro ou soit être pro pour pouvoir s'entraîner là-bas. Donc imaginons, toi, tu vas, tu es débutant, tu débarques au cours pro, et ben en fait, pendant l'échauffement, on va voir que t'es nul et les coachs, ils vont te dégager du cours, quoi, tu vois. Autant pour toi que pour les pros, parce que toi, tu pourrais blesser quelqu'un et toi, tu pourrais te faire très mal aussi. J'ai un, un Français que j'aime beaucoup, mais malheureusement, il a fait cette erreur-là. Il n'avait pas le niveau. Il est allé dans un cours pro. Il s'est mangé un KO par un champion du One. Et, euh, et 2 jours plus tard, il savait toujours pas où il était presque. Vraiment, il est tombé direct sur une jambe et tout, c'était dur. Donc voilà, et les entraînements, ils se passent, t'as des mecs de partout, vraiment des mecs de partout. J'ai rencontré des gars de tous les pays, toutes les orgas, tous les niveaux, des mecs, pendant les sparring, j'ai pu faire des sparring avec des gars de l'UFC, PFL, One, des mecs très forts en kickboxing, des mecs très forts en jiu-jitsu, des mecs nuls aussi. Enfin, j'ai vraiment vu de tout et ça m'a fait grandir énormément en tant que personne, mais surtout en tant que combattant à ce moment-là, parce que je pouvais vraiment avoir une évaluation de mon niveau par rapport à ce qui se faisait de mieux dans le monde, tu vois. Donc, ça m'est arrivé, par exemple, si on parlait de Jiu-Jitsu, de positionner mon niveau de Jiu-Jitsu en MMA en tout cas, par rapport à ce qui se faisait. Donc, bien sûr, les entraînements, c'est pas pareil qu'un combat, parce que quand tu as un combat, bah, tu as énormément de choses extérieures au combat qui viennent s'ajouter, que ce soit la pression, le poids,
toute la partie mentale qui est complètement différente. Donc, si tu gagnes contre quelqu'un à l'entraînement, ça veut pas dire que tu gagnes contre lui en combat, bien évidemment. Mais en sparring MMA, contre que des pros, j'ai déjà soumis des gars du One qui étaient des ceintures marron de Jiu-Jitsu, qui avaient 10 combats pro, tu vois. Hmm. Et j'ai soumis un mec de l'UFC, un Lituanien. J'ai soumis plein de gars comme ça. Un Kazakh, je me rappelle, qui a genre plus de 15 combats pro. Je l'ai soumis 2 fois en 5 minutes en sparring MMA. C'est quand même fou, tu vois. J'étais Hmm. 19 ans, ceinture bleue de Jiu-Jitsu, j'avais 5 combats amateurs, quoi, tu vois. C'est principalement des sparring, du coup, les entraînements. Non, sparring, c'est le vendredi et le mardi. Tu vois. Ok, Après, d'accord. tout le reste du temps, c'est... Alors, sparring pur MMA, règle MMA, c'est qu'une fois par semaine. Parce que attends, toi, tu t'entraînais avec les pros, on est d'accord? Ouais. Ok. Donc, sparring pur MMA, c'est une fois par semaine. Maintenant, à la fin de chaque cours de lutte, par exemple, eh ben, t'as une lutte boxe, on appelle ça, tu vois. Donc, t'as un peu de boxe et une énorme partie de lutte grappling. Voilà, des rounds de 5 minutes, à chaque fois des 5 x 5. Donc, à la fin de chaque entraînement en pro aussi. Donc, mais de vrai sparring MMA, c'est une fois par semaine. Ok. C'est pas tant que ça en soi, hein. Non, non, non. Parce que t'as beaucoup de camps en Thaïlande où c'est genre 3 fois, justement. Ouais. Et une fois, ok. Bah, après, quand je dis pur MMA, c'est avec les gants de MMA. Sinon, le mardi, t'as un autre sparring MMA, mais c'est avec les gants de boxe. Donc, forcément, au niveau, s'il y a moins de sol, c'est plus du striking, quoi. Mais Ok. après, les sparring de lutte, avec les petits gants, quand t'as le droit de frapper un petit peu, ça se rapproche quand même beaucoup du MMA, quoi. Et alors, du coup, comme tu disais, il y a pas mal de mecs d'origine très différente. Ouais. C'est quoi la mentalité dans les sparring? Ça y va dur? Parce que je sais que C'est il y une a très bonne des... question. C'est une très bonne question parce que ça dépend des gens et pour le coup là je serais pas le seul à le dire. Tous les russophones et les Brésiliens, c'est ceux qui frappent le plus fort en sparring, les plus ingérables aussi. Il y a eu plusieurs bagarres, Ah ouais? des mecs qui se sont mangés des KO. Mais effectivement, à chaque fois, les seuls concernés, c'est soit des Iraniens, soit des Brésiliens, et 80% du temps, c'est des mecs de l'Est, quoi. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est un peu les plus fous. J'ai beaucoup d'amis de là-bas, mais ils sont fous, quoi. Tu vois, ils ont un truc. Parce qu'en fait, chez eux, il y a beaucoup de restrictions. Et je pense que quand ils arrivent en Thaïlande, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils se retrouvent un petit peu dans une genre de spirale infernale. J'ai rencontré un mec, il se fait arrêter par les keufs, il pousse le keuf et il se barre en scout. Il cuisine dans des petites casseroles sur des bonbonnes à gaz, il monte aux arbres prendre des noix de coco, tu sais. Enfin, tu sais, je suis vraiment un animal, quoi, tu sais, vraiment. T'as déjà discuté avec des mecs de l'Est, justement, ou pas? Pour leur poser ces questions-là? Là, tout ce que je te dis là, c'est lui qui me l'a dit. Tu vois. Que Mais justement, chez eux, il y avait des restrictions et que c'est pour ça qu'ici... ouais, mais même tu les croises dans la rue, ils fument et tout. Mais quoi? Tu vois, genre, tu croises alors à Patong, je sais pas si t'es déjà à Phuket, mais Non. c'est la rue Bangla Ouais, Road où il se passe tout, tout. ouais. Et tu croises des fois le soir des groupes de 10 Iraniens qui sont pas censés être là, quoi. Tu vois. Et, et je sais pas, je pense que c'est ça, ce truc de débridage. Après, dans les sparring, là je suis parti un peu sur autre chose, mais je pense que c'est juste comme ça qu'ils s'entraînent, quoi. Et ils sont habitués à faire ça. C'est pas forcément entre eux et c'est pas forcément mauvais, mais même, tu sais, t'as plein de vidéos de coachs dans ces pays-là qui frappent les élèves, tu sais. C'est un peu la parodie, c'est un peu le cliché de ces pays-là, tu vois. Mais bon. Après, en Géorgie, pour le coup, j'ai pas du tout remarqué ça. Donc, c'est ce que je Ouais, trouve un mais peu bizarre. on va en discuter, justement, ouais. Mais attends, parce que du coup, ouais, t'as demandé... Enfin, t'en as déjà parlé avec des mecs... Toi, t'es quel type d'approche, déjà, par rapport au sparring? T'es plus en mode souple, en mode dur, ou tu Parce que sais faire ouais. la balance? Ce que je préfère, c'est ce que tu viens de dire là, la balance, c'est haute intensité, mais pas beaucoup de puissance, tu vois. Et tu vois de tout dans les sparring, et on parlait de Megdoles, pour le coup, un russe très fort du one. C'est vraiment la définition du combattant chirurgical, quoi, tu vois. Il frappe jamais un coup sans être sûr qu'il va toucher.
et à l'entraînement, il te touche même pas. Genre en sparring, le mec ne te touche pas parce qu'il sait qu'il peut te toucher et pour lui, il voit pas l'intérêt de te toucher, tu vois? Et par exemple, ground and pound, souvent dans les combats, tu vois que dès que le mec il remonte, Mmh. ah bam, ça part dans tous les sens, coude, coude, coude. Bah lui, il est là, il contrôle, il voit, poum, un coude, 2 coudes, fini, tu vois? Mmh. Et c'est un mec très, très, très chirurgical comme ça. Donc tu as un peu de tous les profils, mais Les coachs, ils encadrent quand même les sparring au beaucoup, Tiger? ouais. Ouais, ouais, Ouais. beaucoup, beaucoup. Par Bah, rapport à tu ça, justement. obligé, ouais, tu obligé d'avoir 3 coachs sur place pour pas que les gens se rentrent dedans déjà. Et dès qu'il y en a un qui frappe fort, faut le dire, tu vois? Et en fait, c'est qu'il y en a des fois qui viennent, par exemple, pour faire des sparring avec des gars un peu connus, tu vois? Ou alors juste tout court, faire du sparring très appuyé, ils viennent en groupe et ils s'en battent les couilles, tu vois? Donc moi, vu que j'étais implanté dedans, dès que ça arrivait, je disais à mon coach Joseph, je disais: «Ah regarde là-bas ce mec-là» et Joseph, il allait faire ça, tu vois? Donc c'est un peu pareil, c'est comme un peu dans la même, spirale infernale. C'est comme les infections, tu sais, des mecs qui viennent, ils ont des infections, ils s'en foutent complètement. Mmh. C'est tout dans la même débandade et vraiment, comme si de rien n'était, comme si rien n'avait d'importance, tu vois? Mmh. Ouais. Il y a des contrôles justement par rapport à avant les sparring ou même avant les entraînements, des coachs qui vont vérifier les peaux de chacun. Alors quand j'y étais, non, je sais que récemment, ça a été un peu le cas. Je sais qu'il y a eu un cours, par exemple, où le coach, il a viré 12 personnes du cours parce qu'ils avaient des infections, tu vois? Donc Il y a combien de personnes il y a combien de personnes au cours en général? au sparring pro, beaucoup. En haute saison, il y a plus de 100 personnes, je pense. Putain. C'est Bah, après c'est le immense. Tiger, hein. Et Tu en me fait, diras, c'est vraiment. ce qu'ils font en haute saison, c'est qu'ils prennent des poids. Alors aujourd'hui, c'est tel poids et le lendemain, c'est tel autre poids, tu vois? Ok. Pour pas qu'il y ait trop de gens. Mais en saison normale, une trentaine, cinquantaine, tu vois? Putain, 12 personnes, c'est énorme. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Mais c'est pas grave, hein. Moi, j'arrive souvent au sparring et les coachs peuvent pas avoir les yeux partout. Donc je vois un mec, il a une infection et c'est pas une question de d'être un bâtard, de dire au coach: «Regarde, lui, il a une infection», pour que le mec se fasse virer. C'est juste que moi, j'ai pas envie d'attraper ton infection. J'ai Hmm. pas envie que tous mes sparring partners, ils attrapent ton infection et que ça soit viral dans la salle, quoi, Bah tu oui, vois? sinon personne s'entraîne, hein. Donc voilà, le meilleur truc à faire et ce serait bien que tout le monde le fasse, mais bon. Après, t'en as, des fois, ils viennent un mois et donc ils payent beaucoup, tu sais, pour venir un mois. Ils arrivent, ils chopent une infection. C'est dur de pas s'entraîner, tu vois? Mais en même temps, c'est le jeu. Si tu le fais pas, tu un bâtard, quoi, tu vois? T'as déjà chopé une infection, toi? Moi, j'ai eu 2 infections. J'en ai eu une un peu style, ringworm où c'est en gros juste un truc sur la peau, puis un genre Mhm, de cercle comme ça et ça reste, longtemps. Ça fait pas mhm. mal et j'ai eu un staph, derrière le cou. Sûrement une des pires douleurs de ma vie quand les petites infirmières, thaïlandaises essayaient de me l'enlever. Mm. C'était très dur. Ouais, Heu, mais c'est courant, hein, là-bas, en fait, si tu te rinces pas après chaque entraînement et c'est si ça. tu te douches avec du savon antibactérien, c'est le pire truc que tu puisses faire. Par exemple, le savon vert et blanc là, que tout le monde prend là. Mec, c'est le pire truc parce que ça te lave tout, même les bonnes bactéries. Donc tu t'entraînes le matin, tu te laves, tu retournes à l'entraînement l'après-midi et t'es complètement ta peau et c'est un désert, il y a rien dessus donc tu peux tout attraper avec ça, quoi. Mais mec, c'est trop bien qu'on parle de ça parce que bon, là je te dis, je suis en Corée, mais j'étais en Thaïlande il y a 3 semaines et Ouais, j'ai chopé un staff sur la fin de ma période en ouais, Thaïlande, sur les 2 dernières semaines. Et trop chiant, tu vois, tu peux plus t'entraîner, c'était là, moi ça s'est développé au niveau du visage et tout, donc ouais. casse-couille. Et en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est que je me douchais avant l'entraînement. Et justement, comme tu disais, j'utilisais un Mmh. savon hyper agressif qui t'enlève Ouais. tous tes staffs de ta peau. Et ce qui fait Mmh. que tu arrives à l'entraînement, bah, je me suis fait une petite plaie, tu vois. Et je suis Ouais, sûr que je l'ai chopé, enfin, je l'ai probablement chopé comme ça. ouais, c'est sûr. Donc, donc enfin, c'est un super conseil que tu donnes, tu vois. Il y a plein de je dirais que les trucs les plus importants à penser, c'est se rincer après chaque entraînement, direct. C'est pour ça que c'est bien d'habiter à côté de la salle ou si tu un scout et que tu t'en fous d'être trempé dessus, c'est pas grave. Ou même te laver à la S salle, hein. Ouais, tu peux. Ouais, tu prends un petit savon. Il y a un savon à la salle, tout le monde se lave, des fois à la salle, mais ça, laver bien ses habits, heu
Et, euh, et dès que t'as une petite plaie, un petit truc, tu mets direct de la fusidine dessus, tu désinfectes, petit pansement, et voilà quoi. Mais quand t'as un doute, ouais, il faut louper un entraînement parfois pour éviter de se choper un truc. C'est mieux que de se prendre un truc méchant qui va déjà coûter de l'oseille et qui en plus va te se faire louper une semaine ou 2 semaines d'entraînement, quoi. C'est clair. Et pour moi, tu vois, ça fait partie de l'entraînement aussi. Enfin, faut savoir être lucide par rapport à tout ça. Mais je pense que tu le captes que quand t'as déjà eu une infection. Sinon, Ouais. après. Et je connais plein de gars et je vais pas dire de nom, mais tout le temps des départs de staff, mais genre tout le temps, tu vois. Des mecs qui ont tout le temps des trucs, genre des mecs de je sais plus quelle nationalité, mais c'est tout le temps les mêmes. Ils ont tout le temps des départs de staff. Je dis, mais comment vous faites quoi? Vous l'avez jamais? Vous faites quoi? Tu penses que c'est dû à enfin, à l'hygiène qu'ils ont ou que c'est genre Bah, entre autres, genre par exemple, physiologique que les ouais, personnes ouais. tu te laves pas après un entraînement. Genre, si tu vas pas direct te laver et que tu vas manger tout transpiré, bah, t'augmentes vraiment considérablement tes chances d'en attraper, quoi. Autant par l'humidité, enfin, et c'est les salles en plein air comme ça, c'est chaud, hein. En plus, c'est pas rare qu'il y ait des animaux qui viennent sur le tatami, tu vois, que ce soit des serpents, des limaces, des ce que tu veux, des lézards. C'est dégueulasse quand on y pense, on se rend pas trop compte, mais c'est vraiment, vraiment dégueulasse, tu vois. Donc, et Hmm. aussi laver les tatamis. Donc ça, heureusement qu'il y a des femmes de ménage qui le font à chaque fois, ils lavent le tatami. Mais même ça suffit pas parfois. Je sais qu'à Bangtao, il y a un mec qui a failli perdre son pied, et qui a perdu son pied, je crois. Je crois qu'ils ont pas réussi à le sauver, à son pied. À cause d'un staff? À cause d'un staff. Pourtant, ils ont une machine et tout pour laver les tatamis. Après, à mon avis, lui, ça devait être un sacré spécimen parce que quand t'as un début de staff, tu le vois. Si tu le laisses Hmm. traîner pendant 2 semaines et qu'il t'attaque l'os, faut vraiment être bizarre, quoi. Ouais, et puis tu sais, après c'est dur, hein, parce que tu t'es là, tu te dis, tu sais, t'as la peur de ne pas t'entraîner et donc de perdre en niveau. Ça, c'est Ouais. difficile de combattre contre ça. Ah, même de te rouiller un petit peu, tu loupes 2, 3 jours, ça casse un peu ton rythme, Ouais. tu vois, Hmm. c'est un peu chaud. Là, il faut. Bon, et Scott, du coup, alors, comment est-ce que tu passes de ça à fini le trash talk, enfin, fini la mauvaise image, entre guillemets, tu vois, sur les réseaux et ouais, à cette nouvelle DA de je veux, en gros, bah, aller m'entraîner là où Google Maps n'ose pas aller, Ouais, voilà. pour te citer. Bah, je dirais Comment est-ce que ça se... ouais, Hmm. au fur et à mesure que du coup j'ai fait ça, j'ai fait pas plein du coup, mais j'ai dû faire bien 4 combats où j'ai beaucoup trash talk sur les réseaux sociaux avant. Parfois avec la personne, le combat dont je te disais à Bangkok, tu vois, j'ai beaucoup fait ça. Après, j'en ai fait un à Nice. J'ai fait beaucoup de trucs comme ça et à chaque fois, déjà les gens aimaient pas ça. Donc en fait, ils regardent le combat et donc c'est pour ça que tu fais beaucoup de vues et que ça marche bien, mais ils aiment pas ça en vrai les gens. Tu vois, quand Hmm. les gens disent ils aiment le trash talk, c'est faux. C'est juste ils regardent un combat parce que ça génère de l'intérêt. Mais faut pas dire qu'on aime ça, tu vois. Sauf quand c'est bien fait, comme Cédric Doumbé ou quoi, et que là tu peux. Hmm. C'est fin, c'est bien fait, tu vois. Et je le faisais un peu comme ça. Moi, j'ai jamais insulté personne, par exemple. Les limites sont là. C'est plus des trucs physiques, des trucs drôles. Enfin, drôles pour moi. J'ai dit stop, j'ai eu l'idée de mon projet de voyage. Ça me convient très très bien. Je vais combattre à côté et ce sera plus jamais avec du trash talk. Et voilà quoi, donc c'était un peu la rupture, elle s'est faite comme ça quoi. Ok. Et au final, bah ouais, t'es dans une nouvelle voie aujourd'hui qui est tout aussi bien, tu vois. Genre, je pense Ouais. que c'est... Ok. Mais alors du coup, là donc du coup, clairement aujourd'hui, tu t'entraînes entre Nice et l'étranger avec tes voyages? Ouais, je m'entraîne très peu en ce moment. Pour être honnête, je m'entraîne très peu. Je fais pas mal de. Tu vois, là, je fais une routine un peu de muscu, un peu d'étirement, tout ça, parce que j'ai une petite blessure au genou. Mais en gros, là, je sécure mon projet de voyage, parce que ça me permettra aussi de vivre, hein, tu vois, pour en faire mon métier, quoi. Donc, euh, donc je fais ça et là, j'ai prévu de passer pro l'année prochaine, soit en milieu, soit en fin d'année. Je sais pas encore où, Arès peut-être, j'aime bien Arès, Hexagone, on verra quoi. Comment est-ce que tu comptes?
Alors, est-ce que déjà tu es toujours suivi par ton coach que tu avais en Thaïlande ou pas? Non, non, non. Parce que vu que j'ai plus de cadre d'entraînement où je peux faire tous les entraînements que je veux, je m'entraîne plus en mode MMA comme avant, quoi. Parce que c'est ça le truc, c'est comment est-ce que tu comptes réussir à, enfin, t'entraîner pour passer pro tout en faisant des voyages comme ça, parce que du coup, t'as Ouais, pas vraiment de suivi au niveau ouais. du coaching et tout. Bah, en fait, j'ai mis ma carrière en second plan. J'ai suivi la ligne directrice de comment je peux faire pour être aussi heureux dans ma vie. Donc, j'ai décidé de faire ce projet-là. Ça va me prendre beaucoup de temps. Moi, j'ai pas la vocation de vouloir être champion du monde, tout ça, parce que à titre personnel, j'ai pas ce truc compétitif de dire j'ai envie d'être le meilleur. Genre, ça m'intéresse pas à titre personnel. Et comme je te disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui le font sur le rapport aux autres et tout, tu vois. Et moi, j'ai pas ce truc-là où j'essaye de m'en échapper, tu vois. Donc, je vais combattre, entre guillemets, pour le plaisir de combattre. Je fais un vrai pro parce que tu as plein de pros qui ont, tu vois, une dizaine de combats amateurs comme j'ai maintenant. Donc aux yeux des orgas et de la communauté, je serai un vrai pro. Mais j'irai sûrement jamais à l'UFC, tu vois. Si ça se Mec, passe c'est comme génial que prévu, tu... tu vois. hmm. Vas-y, vas-y. Non, mais c'est vraiment... C'est génial que tu... Bah, que t'aies eu cette maturité-là, tu vois, et je pense que c'est aussi lié aux expériences, de te dire, ok, bah, tu peux faire des combats, tu peux kiffer ça, mais sans forcément être à la recherche d'être le meilleur, etc., d'aller au Non, top non. du top, et en ayant plus d'équilibre dans ta vie perso à côté, tu vois. Je trouve ça... En plus, on est dans un sport où tu peux arriver très haut si tu le souhaites sans être un athlète, tu vois. Comme ça demande dans beaucoup d'autres sports. Euh, Je regarde beaucoup de Brésiliens, là, les nouvelles têtes, là, nerd, machin, là. Il y en a un, Carlos Prates, là, il dit, ah, moi, je suis pas du tout un athlète et tout, je suis juste un combattant, tu vois. Hmm. Donc lui, il a sa mentalité qui va avec, où du coup, ça colle bien et c'est un peu un fou furieux, du coup, ça marche, tu vois. Mais moi, je veux garder ça. Donc en gros, je veux juste être un combattant sans être un athlète. Moi, tout ce qui est courir, cardio, tout ça, ça m'intéresse pas. C'est trop, trop, trop de sacrifices de vie. C'est horrible, tu vois. Vraiment, je déteste ça, quoi, tu vois. Donc, en fait, il y en a plein qui, par exemple, moi, je sacrifiais 10 ans de ma vie, 5-10 ans de ma vie. Ça me plaît pas. Je préfère directement kiffer dès maintenant, tu vois. Hmm. Et il y en a peut-être qui ont que ça et qui, du coup, font que ça. Mais moi, j'ai pas que ça, tu vois. Hmm, je Donc, comprends. voilà. Pourquoi la Géorgie comme premier voyage? Enfin, comme premier, non, parce qu'il y avait la Thaïlande avant, mais comme premier voyage de ce projet-là. Bah parce que c'était pas très loin d'ici, et que ça allait pas être trop dépaysant. Déjà, je pense pour ça, pour un voyage un peu test, on s'est dit que c'était une bonne idée avec mon équipe. Un poil moins cher qu'aussi d'autres endroits. Voilà, tout ça réuni, ça fait que c'était l'endroit parfait, quoi. Ok. Tu as fait principalement lutte, judo là-bas? Pas trop MMA Euh, si? j'ai fait un entraînement de MMA, un entraînement de jiu-jitsu et un entraînement de judo et 2 entraînements de lutte. Ok. Voilà. T'as remarqué quoi comme différence dans la culture là-bas entre bah, les pratiquants de judo, de lutte et de jiu-jitsu? C'est très similaire, tous les mecs qui font des sports de combat là-bas. En fait, quand j'ai parlé un peu avec des jeunes, c'est un peu la vie là-bas, c'est un peu ils ont pas d'opportunités. C'est pas comme chez nous où même si tu gagnes 1 200, un SMIC, tu peux quand même partir en vacances une fois par an. Tu peux quand même faire des choses. Il y a quand même un plaisir de la vie qui est particulier en Europe et tout. Chez eux, c'est pas du tout comme ça. Tu vois, les familles qui gagnent le moins d'argent, c'est à peine s'ils ont assez pour manger. Du coup, les jeunes qui sortent de tout ça, c'est des jeunes qui ont un peu cette volonté de faire autre chose. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ils le voient. Tu vois, je parlais, tu vois, t'as 2 champions actuels géorgiens quand même, c'est pas rien. Donc ça motive énormément de jeunes à faire comme eux et à se dire, putain, j'ai une issue, tu vois. Donc, je dirais que leur mentalité, c'est un peu ça. C'est un peu comme pour ceux qui font plus d'études et qui essayent d'avoir un métier un peu supérieur, c'est un peu ça. C'est les gars qui aiment pas l'école, mais qui veulent
qui veulent gagner plus d'argent, tu vois. Là, c'est très tourné autour de ça, tu vois. Ok, mais est-ce que tu vois enfin, est-ce que tu as vu une différence entre le type de personnes qui vont faire de la lutte et le type de personnes qui vont faire du judo, par exemple? Ou il y en a pas tant que Non, ça? Non? non. Il n'y a pas un des sports qui a plus d'importance que l'autre dans le pays? Non, quand tu rentres par exemple dans Gorée, qui est une des petites villes qu'on a fait où il y a la salle olympique de lutte et de judo, bah à la sortie de la ville et à l'entrée, t'as les panneaux avec les champions de judo et de lutte, quoi. T'as pas vraiment de priorité, on va dire, quoi que ce soit, quoi. Ok. Je sais pas s'il y a des champions olympiques de judo. Il y en a peut-être eu, sûrement. Ouais, ouais, ouais. Euh, Je me rappelle plus son nom, mais il y a peut-être 10 ans, il y en avait un qui était au top. ouais, Euh, voilà. je sais plus son nom. Mais il y en a un actuellement, par exemple en lutte, c'est actuel. Il y a un mec qui a gagné à Paris, tu vois, il y a un autre gars qui a gagné quelques années avant. Donc je dis peut-être que la lutte, c'est plus d'actualité en termes de champion, je dirais. Mais, euh, mais sinon, non, c'est le même gars, quoi. C'était la première fois que tu faisais du judo, toi, là-bas, ou pas? Ouais, première fois, ouais. Et J'ai alors? adoré. Ouais. J'ai vraiment adoré, ouais. Ouais, j'ai toujours adoré le judo parce que bah, j'adore le jiu-jitsu, c'est un peu similaire quand même. Et donc c'était une bonne expérience, on m'a super bien accueilli, j'ai pu apprendre un minimum de choses, j'ai envie de dire. Et j'ai pu faire en plus du jiu-jitsu avec des mecs du judo, donc voir un petit peu ce qu'ils donnaient aussi en sol, quoi. Mm. Donc ouais, globalement, c'était une super expérience. Mais je trouve qu'en MMA, c'est pas assez. Bon, il y a beaucoup la lutte, tout ça, le JJB, mais pas trop le judo en soi. Un petit Ouais, peu, mais ouais, pas suffisant. on en parle très peu en tout cas. Il y en a Mm, beaucoup qui l'ont pratiqué, Baki, Khabib, tout ça. Il y a beaucoup qui l'ont pratiqué, mais très au Ronda Rousey, hein, tu sais, la mm, meuf là, à mm. l'époque, elle faisait toujours le même move et elle finissait toutes ses adversaires dans les 15 premières secondes de la même manière. Donc c'est super dominant et effectivement, c'est pas une base au même titre que du Jiu-Jitsu, quoi. Mm. Et alors là, le Sénégal, du coup, c'est quand tu pars dans une semaine, c'est ça? 2 semaines, ouais, le Deux 18, semaines? je pars. Ouais, ça va être dingue, mais je pense que on aura des images qui seront déjà très rares à trouver sur TikTok. Et moi, je vais pouvoir bien apprendre. Comme je t'ai dit, peut-être même faire un tournoi de beach wrestling là-bas. Donc ça va être fou, quoi. C'est comme ça que tu penses aussi à tes destinations. Tu regardes ce qui a déjà été créé comme contenu Un petit peu, ouais. mm. Ouais, ouais. Et par rapport au sport aussi qui doit t'intéresser, j'imagine. Ouais, ouais, aussi beaucoup. Plein de trucs, que ce soit. Parce que je vais dans des pays considérés comme dangereux. Pour le coup, les deux là le sont pas vraiment. La Géorgie, un peu plus. Le Sénégal, à la limite, c'est plus pauvre. Et c'est vrai qu'on a quand même cette image de l'Afrique. Euh, on peut se dire, il y a des quartiers machin où c'est très pauvre. Mais non, vu que c'est pas des pays de fous, on se base aussi un peu là-dessus au début pour être sûr de pas se mettre dans des situations compliquées. Euh, mais il y a des pays qu'on va faire, tu vois, comme la Russie, où c'est en guerre, forcément dans les villes, il y a certaines villes où il se passe rien, mais le climat est quand même particulier. Mm. Des pays comme la Birmanie, où pareil, c'est un climat un peu particulier, c'est pas loin de la Thaïlande non plus, donc voilà, mais tu vois, je pensais à l'Inde, Pakistan, il y a plein de trucs comme ça, ou même l'Iran, où c'est beaucoup plus tendu au niveau de la société, même de l'État. Donc c'est vrai qu'au début, je choisis surtout des destinations un peu chill, mais au niveau contenu, qui sont au max, quoi. Il y a des pays que t'appréhendes de faire quand même? Brésil, euh, parce que j'ai vraiment envie d'aller dans des salles, dans les favelas, tout ça. J'appréhende un peu. Le fait de pouvoir Euh, filmer surtout, non? ouais, un peu tout. Ouais, un peu. Surtout Amérique du Sud, j'appréhende un peu. J'ai pas mal de contacts. J'ai réussi à participer au camp d'entraînement de Felipe Lobo qui a combattu pour la ceinture du One. Et donc il m'aidera, tu vois. Mais bon, Mm. voilà. En Afrique, t'as aussi l'Angola qui est. Tu sais que je regardais là l'autre jour sur le classement des IMAF. Ah ouais? Angola top pays. Genre. Ah ouais. Alors, tu sais, c'est un classement en termes de Le points qui se point, ouais. fait. Ouais. Et je crois qu'ils ont. Je vais pas dire de bêtises, mais je me demande si c'est pas l'Ouzbékistan ou le Kazakhstan en top 2 ou top 3. Mais bref, le deuxième pays a un certain nombre de points et l'Angola en a 2 fois plus. Alors, je Ah sais pas ouais. après s'il y a des Ouais, je sais pas histoires s'ils ont par. pas plus de combats ou plus de combattants, je veux dire. Mais Ouais, c'est peut-être ça, tu vois. ouais.
Après, ouais, c'est pas, c'est le drapeau noir, jaune et rouge, c'est ça? Ça Ouais, me dit avec un une truc, je machette. crois. Ouais. Ouais. Ouais, bah ouais, il y a plein de combattants qui viennent de là-bas. Mais c'est vrai que ça peut être un. De toute façon, moi, je veux faire tous les pays. On va jamais être à court de pays. De toute façon, là, au début, c'est plus aller à des trucs efficaces, tu vois. Ça, la Géorgie, c'est à côté de la Tchétchénie, tout ça. C'est très suivi en ce moment, on va dire, deux champions UFC. Là, le Sénégal, lutte sénégalaise, rien que de m'imaginer en train de faire de la lutte sénégalaise, ça va être fou, tu vois, niveau image. Donc, Ouais. je vais à des trucs essentiels, quoi. Tu pars, tu disais que tu avais une équipe, vous êtes combien du coup Alors, quand on tu est pars comme ça? trois. J'ai un monteur, cadreur, c'est un monstre, il fait tout. Euh, et après, j'ai un pote à moi qui m'aide à tout organiser et aussi à filmer les vidéos YouTube parce que là, en plus, pour notre nouvelle stratégie, pendant que Lenny s'appelle mon cadreur, il filme pour les TikTok, bah, il peut pas filmer pour YouTube, tu vois. Ouais. Donc du coup, mon autre collègue, il me servira à ça. Ok. Génial. Bon bah Scott, merci Voilà, beaucoup. hein. Franchement, je trouve ça, ouais non, je trouve ça, c'est bien, tu vois que enfin, t'as l'air bien aligné, tu vois, avec ce que tu fais, dans le sens où, je pense que c'est une question que j'avais dit que je te poserais, tu vois, mais t'es un combattant qui crée du contenu. C'est bien de le voir comme ça parce que bah, des mecs qui ont créé du contenu, il y en a, tu vois, je pense à Morgan, Paul Ouais, Dena, tout ça, enfin, ils ont fait un travail monstre à ce niveau-là. ouais, Surtout Morgan, il a ouvert la voie, tu vois. ouais. Mais le truc, c'est qu'on voit bien aujourd'hui que c'est compliqué d'être un athlète de haut niveau professionnel et de continuer de produire du contenu à C'est côté. très, très, très dur. Surtout jeune. Tu vois, Mm. Paul, il est quand même un peu plus âgé. Et comme je t'ai Morgan, dit, Paul, il a une grosse, grosse vague dès le début, tu vois. ouais, Morgan, moi, je suivais pas trop au début. Je sais pas s'il a eu la même hype que Paul. Je pense pas à ce point-là, tu vois. non, ça fait plus, ouais. C'est super dur à gérer. Et Paul, il gère super bien. Je pense qu'il doit être très bien aligné aussi avec lui-même. Je pense qu'il a aussi le super pouvoir de la religion et tout, aussi, tu vois. Mais ouais, c'est super dur. Et honnêtement, les gens n'ont aucune idée de ce que c'est et du taf que Paul il fait, par exemple. Mm. C'est très, très compliqué, ouais. Et c'est pour ça que je trouve ça, bah, comme je te disais, honorable de fou et génial de te voir aligné comme ça avec cette idée-là de, ok, ouais, je veux être combattant, mais je vise pas forcément le top de Ouais, l'UFC tant que à côté, bah, ma vie, elle est équilibrée et que je kiffe comme ça. ouais, c'est ça, hein. De toute façon, l'objectif que j'ai, ça devrait être le même pour tout le monde. C'est être le plus heureux possible et s'assurer de toute sa vie, faire toujours ce qu'on a envie de faire, tu vois. C'est tout. Que ce soit financier ou pas, on a tous des rêves différents. Il y en a qui rêvent d'avoir une ferme au fin fond de la montagne, ça coûte rien. Il y en a qui rêvent de voyager tout le temps, bah là, ça coûte de l'argent. Donc en fait, c'est ça. Moi, à titre personnel, je veux être le plus heureux possible, faire mes passions. Donc, c'est ça, voyager, apprendre des arts martiaux. Et à côté, faire un petit peu quand même d'argent pour être sûr de toute ma vie avoir toujours ce que je veux faire, quoi, tu vois. Mm. Bah, merci beaucoup, Scott. Bah, Comment merci est-ce à toi, c'était un que, régal. ouais, je mettrai tout en description, mais du coup, on redirige les gens vers ton Insta, YouTube, Ouais, TikTok. c'est Scott Octo de partout, c'est simple, efficace. Ouais, tu pourras mettre mon compte Insta, de toute façon, il y a tout dessus. Génial. Bah, encore merci. Bah, merci à toi, c'était super agréable, super pro, c'était bien fait. Les gars, allez voir toutes les autres vidéos, parce qu'elles sont bien. J'ai vu que tu avais fait avec l'arbitre du One et tout, le français, là, qui est Ouais. pas mal suivi. Donc ouais, c'est carré. Merci beaucoup. Merci à toi.